Cette guerre, elle a une dimension hors norme. Elle est en effet une guerre qu'on pensait qu'on ne revivrait plus en Europe. En y allant, moi, je me suis rendu compte de choses absolument effrayantes et j'en suis revenu assez secoué. Voilà, notamment de ma dernière expérience au nord de Bakhmout en janvier. Régis Le Sommier, bonjour, merci de nous avoir rendu visite à Boulevard Voltaire. Vous êtes grand reporter de guerre, vous êtes l'ancien directeur adjoint de la rédaction de Paris Match, et vous intervenez régulièrement sur les chaînes d'information, notamment à CNews, où on vous voit souvent. Vous êtes titulaire de nombreux prix, comme le Grand Prix de la presse internationale pour votre couverture des conflits du Moyen-Orient, c'était en 2017. Et l'année suivante, vous obtenez le prix de la meilleure enquête journalistique pour la couverture de la bataille de Mossoul. Vous avez fait énormément de terrains de guerre et de conflits. Vous êtes aujourd'hui directeur de la rédaction d'Omerta, qui est un nouveau média d'enquête et de documentaire digital, en ligne. Et vous êtes là parce que vous venez de publier un livre passionnant, Jusqu'au dernier Ukrainien, c'est son titre, aux éditions Max Milo, c'est 170 pages, un livre qui est très personnel en réalité, j'ai découvert, je l'ai lu jusqu'à la fin avec passion, qui raconte vos reportages en immersion des deux côtés du front de la guerre en Ukraine, mais on trouve aussi dans votre livre des pensées, votre expérience, des propos sur votre famille, votre père sous-marinier. J'ai appris que vous aviez un père sous-marinier et un oncle officier L'armée de l'air, ouais. dans l'armée de l'air. Et pendant un an, donc, vous avez été sur les lignes ukrainiennes, derrière les lignes russes, avec l'armée ukrainienne et avec l'armée russe, des deux côtés, au péril de votre vie, faut le dire, parce que c'est quand même extrêmement dangereux. Vous racontez les tirs, les obus qui tombent parfois pas très loin de vous, et tout cela pour faire votre métier, pour informer. Ça se respecte, coup de chapeau. Alors pour être clair avec tous ceux qui nous regardent, il faut le dire, vous avez travaillé pour la chaîne russe RT France pendant 6 mois avant qu'elle ne soit fermée sur décision de l'Europe, décision administrative, et vous l'écrivez vous-même, RT, c'est le soft power russe dans toute sa splendeur. On trouve ces mots dans votre livre, oui, donc oui. vous ne cachez pas les choses. Vous n'avez plus aucun lien avec Russia Today, RT, mais cette expérience vous poursuit un peu. Vous craignez, par exemple, quand vous êtes en Ukraine, que les Ukrainiens découvrent votre expérience. Est-ce que votre passage à RT, est-ce que cette expérience ne biaise pas un peu votre regard sur ce conflit? On se doit de vous poser la question. Oui, c'est tout à fait légitime. Alors j'y réponds, vous l'avez dit dans le livre, j'ai plusieurs pages là-dessus où j'explique ce que j'ai fait à RT, ce qu'était RT, soft power, on peut le résumer de cette façon-là. En effet, non, biaiser ma vision du conflit, je vais d'abord remettre un petit peu les pendules à l'heure. J'ai passé 27 ans à Paris Match. En tant que reporter, grand reporter, puis directeur de la rédaction, directeur adjoint de la rédaction. J'ai passé 6 mois chez RT, donc si vous voulez, en termes de proportion, bon, j'ai 54 ans. Si j'avais dû devenir un espion russe, je l'aurais fait un peu plus jeune. C'est un métier, de jeune de devenir espion. Donc me prêter des propos ou des intentions pro-russes ou un biais pro-russe, c'est complètement absurde. La raison pour laquelle j'ai rejoint RT France, tout simplement pour une première, je me suis retrouvé au chômage après avoir quitté Paris Match. J'ai travaillé de façon éphémère pour Canal+, pour lequel j'ai réalisé 2 documentaires sur le retour des talibans en Afghanistan. Travailler à la pige et puis faire des reportages à la carte un petit peu, ça ne suffisait pas à combler le fait que avant j'avais un salaire. Donc quand j'ai eu ces contacts avec RT m'a proposé un salaire et un métier de grand reporter avec une grande liberté, je dois reconnaître, dans le choix des thèmes et assez peu de choses finalement dans ces 6 mois liées à la Russie, puisque je ne suis jamais allé en Russie pour RT France, je ne suis jamais allé
je n'ai jamais accompagné des troupes russes pour RT France. Je suis allé à Mayotte, je suis allé au Mali, je suis allé en Allemagne pour des sujets qui n'avaient aucun rapport avec l'actualité russe stricto sensu. Donc dire oui, mon regard serait biaisé parce que j'ai travaillé pour RT France, non. Et je tiens à préciser que tout ce que j'ai fait dans ce livre et tous les reportages que j'ai fait dans ce livre n'ont pas été, c'est pas RT France qui m'a ouvert des portes, ni des contacts que j'aurais pu rester. C'est d'autres contacts qu'on tisse au fil des années quand on est grand reporter. Eh bien évidemment, le but c'est de pouvoir aller dans certains pays, donc on a des contacts dans ces pays, et c'est ça qui m'a permis de continuer à travailler. Donc la parenthèse est refermée. Et alors vous dites d'ailleurs, vous êtes assez sévère sur Poutine, hein, vous dites c'est impossible de ne pas condamner l'entrée en guerre de Vladimir Poutine, et vous dites aussi un peu plus loin que vous ne comprenez toujours pas ce que Poutine est allé faire dans cette guerre. Disons que le problème de Poutine, c'est je pense qu'il a fait un coup de poker qui n'a pas fonctionné. Il a tenté en effet d'encercler, d'assiéger Kiev au départ, pour ensuite s'en retirer, voyant qu'il n'arrivait pas au bout. Peut-être dans l'idée de faire tomber le gouvernement Zelensky et ensuite de mettre quelqu'un à sa botte. C'était un peu l'idée, et de récupérer dans cette sphère d'influence que les Américains lui disputent, puisque ça, faut quand même reconnaître que les choses sont telles quelles, c'est-à-dire que il y a quand même une énorme ingérence américaine dans cette guerre, et depuis le début, et même depuis bien avant. Donc ce n'est pas uniquement une guerre qui est déclenchée par Poutine contre une Ukraine qui voudrait envahir, qui voudrait dominer. C'est aussi évidemment un rapport entre le vieux conflit Est-Ouest qui rejaillit à la faveur de l'Ukraine. D'où le titre d'ailleurs que j'explique un petit peu, c'est-à-dire pourquoi jusqu'au dernier Ukrainien. C'est un propos que je reprends quasi texto du sénateur américain Lindsey Graham, sénateur de Caroline du Sud, qui dit avec notre argent et les armes américaines, les Ukrainiens combattront jusqu'au dernier. Sous-entendu, voilà, on va leur donner des armes, on va leur donner de l'argent, on va pas intervenir nous, mais ils vont se battre pour nous. Pour quelle finalité? Affaiblir la Russie, puisque c'est ça l'objectif des États-Unis. C'est un conflit mondial larvé par proxy interposé, et voilà, on a eu du mal à l'admettre, et à l'époque où j'ai fait ces reportages, c'était des choses qu'il fallait surtout pas dire. Aujourd'hui, on se rend bien compte de cette implication. Donc voilà, cette guerre, elle a une dimension hors norme. Elle est en effet une guerre qu'on pensait qu'on ne revivrait plus en Europe. En y allant, moi, je me suis rendu compte de choses absolument effrayantes, et j'en suis revenu assez secoué. Voilà, notamment de ma dernière expérience au nord de Bakhmout en janvier, outre l'hiver, les conditions, on va y revenir. Ouais, voilà, ouais. On va y revenir. Alors votre récit raconte d'abord votre reportage en Ukraine, c'est d'abord ces pages-là que vous avez mis avant les pages russes, et vous racontez les volontaires français. Alors ici, il y en a 3 notamment que vous avez vus, qui s'appellent Sabri, Max et Greg, et à Odessa, l'un d'eux appelle sa copine pour qu'elle lui fasse un virement, hein, et il lui dit, je lui en fais voir, il vous dit, je lui en fais voir, j'étais dans mon canapé quand j'ai entendu l'appel du président Zelensky, elle s'est mise à pleurer, elle savait que j'allais y aller. Qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Parlez-nous un peu de ces volontaires français que vous avez côtoyés là-bas, sur place. Ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène de volontaires français lié à ce qu'on appelle la Légion étrangère, ou en tout cas la Légion ukrainienne, il y a aussi la Légion géorgienne, il y a plusieurs groupes qui accueillent des volontaires étrangers pour se battre côté ukrainien. Ce qui est très intéressant, ce qui m'a intéressé dès le départ, et pourquoi je les ai accompagnés, c'est que je trouvais qu'il y avait un écho de la guerre d'Espagne dans leur combat. On avait l'impression que c'était les nouvelles brigades internationales, avec une sorte de côté à la fois idéaliste et un peu naïf sur la guerre, même si ceux que j'ai accompagnés avaient déjà combattu au Rojava aux côtés des Kurdes contre Daesh. Donc ils avaient déjà des expériences. Voilà, il existe un certain nombre de gens comme ça qui vivent une sorte de bohème guerrière sur la planète, qui vont servir des causes. Hein, c'est pas, on dit oui, ce sont des mercenaires, mais en réalité, mercenaires, il y a un côté pécunier. Eux, c'est pas ça forcément qui les anime. C'est plutôt un idéal de vie, c'est plutôt l'aventure aussi, l'idée de sortir d'une morosité, peut-être d'une vie qu'ils jugent moins intéressante, et puis la camaraderie de combat. C'est vraiment ces valeurs-là qui m'ont intéressé chez eux. Et je vous dis encore une fois, oui, ce foisonnement de gens qui viennent aider un pays qu'ils jugent agressé. Voilà, et c'est ce que j'ai retrouvé. Ça ressemblait vraiment aux volontaires, aux brigades internationales en Espagne. Voilà.
Alors, il y a un patriotisme et un esprit de résistance extrêmement dur, extrêmement solide du côté des Ukrainiens, qui sont aidés par les Américains, vous le racontez, et pas de fatigue apparente, en tout cas, en dépit des pertes et des efforts et des destructions. Les Russes, vous expliquez, ne se sont pas aperçus de l'évolution du sentiment anti-russe en Ukraine. Oui, alors ça, j'ai pu le constater dans la région de Kherson notamment. Je suis allé à Kherson, je me suis rendu dans la ville et sur les lignes de front dans l'oblast de Mykolaïev, c'est-à-dire au nord de Kherson, à l'époque où la Russie occupait cette partie et occupait la fameuse ville de Kherson. Depuis, elle s'est retirée de l'autre côté du Dniepr et Kherson a été libérée par les Ukrainiens. Ce que je me suis rendu compte, c'est que oui, dans la zone de Kherson en particulier, il y avait une intense activité de la résistance ukrainienne clandestine qui ciblait beaucoup, la plupart des officiels russes étaient menacés de mort, certains ont été tués, ont été abattus. On en a suivi un qui est mort depuis, d'ailleurs dans des circonstances mystérieuses, qui s'appelait Kirill Stremouzov, qui était le vice-gouverneur de Kherson, qui était un personnage un peu fantasque, mais qui se déplaçait avec des gardes du corps blindés en se cachant. Avec un fusil mitrailleur à côté de lui dans la voiture, en se cachant en permanence, en ne restant jamais 20 minutes au même endroit, en prenant des itinéraires dans des petits chemins creux de campagne alors qu'il y a la route à côté. Enfin bref, on a vécu ça, et puis on nous conseillait à l'époque, quand on était à Kherson, comme on est descendu de Moscou via la Crimée pour rejoindre cette partie du front, on nous conseillait de mettre du scotch sur nos plaques d'immatriculation pour pas montrer que c'était des plaques russes. Donc c'était à ce point. Donc on était vraiment dans une situation où l'occupant était menacé en permanence. Et oui, ces discussions que j'ai pu avoir avec les pro-russes là me disaient, et ils reconnaissaient, ils avouaient que oui, le sentiment pro-russe était dégradé, notamment dans cette zone-là, et que Poutine pensait être accueillis et pensaient que les Russes allaient être accueillis à bras ouverts, notamment auprès des populations russophones. Et on se rend compte qu'en fait, ça n'a pas été tout à fait le cas, et que par rapport à 2014, le début de la guerre dans le Donbass et la révolution de Maïdan, le sentiment pro-russe s'était dégradé. C'est-à-dire qu'il s'est construit entre ces deux dates, entre 2014 et 2022, le sentiment ukrainien, national ukrainien, s'est plutôt développé, et l'Ukraine a cessé, en tout cas, je dirais, amender. La société ukrainienne ne vivait plus de la même façon que la société russe. Ça, c'est très intéressant parce que l'Ukraine moi, ce que j'ai constaté, avait, du point de vue de sa culture, du point de vue de sa jeunesse, une évolution qui me semblait plus attirée vers l'Europe, plus attirée vers des comportements qu'on peut avoir chez nous, que la société russe qui reste pas figée, parce qu'elle est aussi moderne, elle a sa modernité, mais elle n'est pas aussi ouverte, et la société ukrainienne m'a paru, de ce que j'ai pu en vivre à Odessa et en voyageant un peu dans le pays, moi, je trouvais que ça ressemblait beaucoup à l'Allemagne. Au niveau de la société de consommation, il y avait des magasins de tatouages partout, notamment à Odessa. Il y avait beaucoup d'électronique. On sentait que c'était une ville qui avait été une ville de fête, avec de la techno partout, avec de la musique, etc. Voilà, une sorte d'ambiance très moderne, voilà, alors je dis pas que l'Ukraine est toute comme ça, hein. Il y a des endroits très très archaïques dans les campagnes et des endroits qui sont, je dirais, soviétomorphes, avec les monuments qui sont encore là, les chars gardés en symbole. Voilà, il y a encore une société très soviétique en fait. Mais dans les villes en tout cas, et dans les villes importantes et à l'ouest en particulier, l'Ukraine avait vraiment et a vraiment ouvert, c'est vraiment orienté vers l'Europe plus que vers la Russie. Et alors vous racontez ces jeunes, très jeunes, hein, qui sont de fait un peu américanisés, mais qui en même temps souffrent d'être cloisonnés. Alors ceux-là je les rencontre côté russe. Ça c'est côté russe. Ce sont des pro-russes. Ah oui, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ils sont pris entre deux enclumes en fait. Le premier poids à porter, c'est le poids de la guerre des grands-parents. La guerre des grands-parents, c'est la grande guerre patriotique, les 27 millions de morts,
avec lesquels on leur laboure le cerveau depuis qu'ils sont jeunes, le poids de cet héritage, en fait, dont ils sont fiers, dont ils sont très fiers, et en même temps, cette absence de liberté, parce qu'ils ont beau avoir Internet, ils ont beau avoir tous les outils, de la modernité, ils ne peuvent pas voyager. Et ils vous le disent, c'est quelque chose qui est assez frappant chez eux, c'est qu'ils n'ont pas cette mobilité qu'ont les jeunes Européens, et ça leur manque beaucoup. Alors, on touche aussi du doigt dans votre livre à l'importance de la propagande de guerre, qui présente l'ennemi comme abject des deux côtés de la frontière. Pour chaque camp, vous dites, hein, l'adversaire est la pire des créatures, mais vous racontez, on ne peut pas les mettre peut-être complètement dos à dos, puisque vous racontez les massacres avec des centaines de morts de civils qui ne sont pas contestés à Boutcha et ailleurs, dans d'autres coins, centaines de morts civiles provoquées par les Russes. Il n'y a pas d'équivalent du côté ukrainien. Donc, mais vous racontez bien ce poids de la propagande qui pèse très lourdement sur des deux côtés de la frontière à l'ancienne, hein, comme en 14. Oui, sauf que c'est 14 plus les réseaux sociaux. Donc avec une propagande qui se diffuse instantanément, avec des relais, des trolls, des gens qui sont acharnés à communiquer pour un camp ou pour l'autre, et qui vont attaquer véritablement. Donc il y a une véritable guerre de communication qui existe sur l'Ukraine, qui donne un aspect dommageable. L'aspect dommageable, c'est le fait que la population, notamment en France, ne peut pas être informée ou est imparfaitement informée sur ce qui se passe réellement en Ukraine. C'est-à-dire que on transforme des replis en victoire absolue, et en fait c'est préjudiciable dans chaque camp. C'est-à-dire que cette emphase fait sur dès qu'il y a un mouvement quelque part, dès qu'il y a un grignotage à Bakhmout, ça y est, c'est le triomphe de Stalingrad. Je parle côté russe, c'est la victoire de Stalingrad à nouveau. Puis côté ukrainien, les Russes se retirent de Kherson, c'est une grande victoire. Non, les Russes se sont retirés de Kherson, c'est pas une grande victoire. Les Ukrainiens ont repris Kherson. Et si les Russes l'ont abandonné, c'est parce que la ville était quand même substantiellement difficile à défendre. Donc il y a des choix stratégiques comme ça qui sont faits, mais qui sont immédiatement exploités par la propagande des deux côtés pour en faire évidemment un élément de victoire, rappelant à des choses du passé. Et souvent c'est fait c'est fait auprès d'un public justement qui n'a pas la connaissance de ce passé. Le problème, c'est qu'on hérite aujourd'hui, on a aussi une façon de gommer le passé. Tout l'héritage de Stepan Bandera, par exemple, en Ukraine, a été gommé. Les massacres antisémites, les massacres anti-polonais, tout ça, on l'a gommé pour faire de Stepan Bandera uniquement le héros, je précise qui il est, celui qui a déclaré la première république, la première indépendance de l'Ukraine. Voilà, c'est le héros de l'Ukraine, mais c'est un personnage controversé. Et on a mis longtemps a enfin commencé à expliquer qu'il y avait peut-être un problème de ce côté-là, notamment de son comportement vis-à-vis de l'Allemagne nazie. Voilà, on essaye de présenter de part et d'autre une histoire qui est celle de la liberté des Ukrainiens, qui est certes souhaitable du côté ukrainien, et de l'indépendance du pays et de sa gloire, et puis du côté russe, celle de l'héritage de la Seconde Guerre mondiale où tout Ukrainien serait un nazi et on combattrait à nouveau les nazis. Vous voyez, donc voilà un peu la narration qui est faite de part et d'autre. Et cette narration, heureusement, elle ne survit pas à l'épreuve du temps. C'est-à-dire que cette guerre, elle a un an, et qu'on se rend compte qu'en fait derrière la liberté des Ukrainiens, il y a les Américains et les intérêts américains. Et puis derrière les Russes aussi, c'est pas simplement la grande guerre patriotique, c'est les intérêts de Poutine. Et c'est cette guerre froide qui a été réactivée, qui revoit à nouveau le jour et qui est en pleine effervescence. Alors cette propagande, on l'a vu, est-ce que c'est pas quelque chose de très classique dans ce type de conflit? On se souvient du Koweït, oui. On se souvient de toutes les guerres américaines finalement au Moyen-Orient, qui ont été accompagnées aussi d'une propagande absolument incroyable. À l'époque, personne ne faisait la part des choses. Les médias il y a toujours ne le faisaient pas. Je dirais qu'aujourd'hui, l'accélération de la propagande, elle se fait par la place qu'ont pris les réseaux sociaux dans nos vies, la place qu'a pris l'univers digital dans nos vies, et qui rend la propagande plus accessible. Autrefois, oui, en effet. Alors, en même temps, c'est un peu paradoxal, parce que en même temps, quand il se passe un événement, on en est informé. Alors qu'autrefois,
une guerre qui n'était pas couverte par des journalistes classiques n'existait pas, en fait. Il valait mieux être un mort symbolique dont on connaît le nom, connaissait le nom et qui était, dont on parlait, que 10 000 morts dans une bataille qui n'avait pas été couverte et donc dont on ne connaissait pas l'existence. Ça, il y a un peu des deux. Mais en tout cas, la vraie attitude à avoir pour ceux qui nous écoutent vis-à-vis de l'Ukraine, c'est d'essayer de prendre des sites ou des comptes Telegram ou des comptes Twitter de part et d'autre ils seront tous biaisés ou presque, mais il y en a qui sont plus sérieux que d'autres. Et d'essayer d'aller voir les sérieux côté ukrainien et les sérieux côté russe, et puis de faire un peu la part des choses. Et on arrive à suivre un petit peu l'évolution du conflit grâce à ces comptes et grâce à des gens qui font quand même un travail assez intéressant. Il y a des médias classiques aussi, il y a voilà, mais on arrive à comprendre. Mais il y a un vrai brouillard de la guerre qui est fait avec cette effervescence de propagande et qui empêche justement de savoir ce qui se passe réellement sur le terrain. Alors, à une époque où on pense que l'information est absolument neutre et objective et qu'on est surinformé, ce qui est quand même en partie le cas, oui. Le brouillard de la guerre reste et demeure. Ouais. Vous faites partie des rares à avoir été sur les lignes russes, derrière les lignes russes, et vous racontez que la logistique est vraiment le talon d'Achille de l'armée russe. C'est une organisation qui paraît, au fil de votre livre, vraiment un peu foutraque. Quand on arrive de l'autre côté, ça se tranche par rapport aux Ukrainiens. On vit sous la menace permanente des drones, on ne sait jamais très bien où on va, enfin. Et c'est le cas, vous avez eu ce sentiment? Alors, disons qu'il y a deux... disons que les Russes ont leur point positif dans un conflit. Le côté, c'est-à-dire qu'on a beau avoir toute l'électronique du monde face à 500 camions équipés de missiles Grad et qui balancent ces missiles pas très précis sur votre tête, vous pouvez pas faire grand-chose. La surutilisation de l'artillerie par les Russes, qui était, je sais plus, c'était dans les guerres napoléoniennes où les Russes déjà disaient un pas, un canon. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu cette permanence de l'utilisation de l'acier. Ils ont eu un de leurs tsars rouges qui s'appelait Staline, l'homme d'acier, mais c'était vraiment en adéquation avec ce côté rouleau compresseur de l'armée rouge à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas, mais cette importance de l'artillerie, elle est considérable côté russe. Elle existe aussi côté ukrainien. Il ne faut pas oublier que l'armée ukrainienne hérite de l'armée rouge aussi, que l'armée ukrainienne a été longtemps formée, équipée par les Russes, ou en tout cas dans cette sphère communiste et même après. Donc, faut pas voir dans l'armée ukrainienne une armée surperformante équipée à l'occidental. Certes, elle l'est de plus en plus. Les livraisons d'armes sont là pour ça. Les formateurs de l'OTAN depuis 2014 ont formé cette armée et l'ont adaptée, je dirais, l'ont rendue plus performante. C'est d'ailleurs pour ça, en partie, qu'elle a résisté, grâce au nationalisme ukrainien, grâce à l'idée de l'agression qui a mobilisé les Ukrainiens, mais aussi grâce à cette formation qu'on prodiguait à l'armée ukrainienne, qui l'ont fait changer les formateurs occidentaux et notamment les Américains. Donc chacun a son avantage. Oui, une armée un peu foutraque parce que en effet, il y a toujours chez les Russes il y a un côté un peu brouillon, il y a un côté en effet un peu, on le voit avec Wagner, même si il faut pas surestimer, il faut pas sous-estimer la performance des petits. Les Russes savent très bien apprendre de leurs défaites, ils savent très bien apprendre de leurs erreurs. Ils ont énormément de retex venant de Syrie, par exemple, de leurs interventions en Syrie, qu'ils ont adapté au combat urbain. C'est pour ça qu'ils ont repris Mariupol en écrasant la ville, mais ils ont repris Mariupol. Ils vont probablement reprendre Bakhmout. Là, il leur reste 650 mètres pour arriver à la fin de la ville. Donc, ils sont dans une situation où ils vont la reconquérir. La ville est en cendres, mais pâté de maison par pâté de maison, rue par rue, ils ont reconquis cette ville et ils ont cette performance. Et c'est pas simplement, comme on a pu l'entendre décrit dans la presse française, une bande de taulards
corps sortis qu'on amène à l'abattoir. On avait ce type d'article. Wagner, c'est absolument pas ça. C'est en effet, il y a en effet dans Wagner des taulards à qui on a promis la liberté contre le sang versé, et des aménagements de peine et le fait de pouvoir sortir de prison. Mais l'encadrement de Wagner, ce sont des anciens des forces spéciales, ce sont des anciens Spetsnaz, ce sont des anciens de gens qui sont extrêmement expérimentés et qui ont déjà fait la guerre. Donc attention aussi au brouillard de la guerre et à ce qu'on peut raconter de part et d'autre. Mais les Russes, je dirais oui, ont un côté parfois qui peut apparaître désorganisé, mais ont ce côté massif. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné dans mes 10 jours à Bakhmout en janvier, c'est cet usage de l'artillerie. C'est 80% des blessures et des blessés et des morts proviennent de shrapnel. Donc il faut en permanence guetter. On apprend instinctivement à déchiffrer la distance de laquelle l'obus tombe par rapport à où on est. On sait si c'est loin, on sait si ça se rapproche, on sait ce qu'il faut faire dès qu'on entend le sifflement. Le problème reste que parmi ces armes terribles, il y a les mortiers. Les mortiers, une fois qu'ils partent, on entend le boom, mais on ne sait jamais, il n'y a pas de sifflement. Donc le mortier, il peut vous tomber dessus, il peut vous tomber à 10 mètres, à 50 mètres. Ça, c'est vraiment le hasard. Et il y a cette dimension absolument effrayante de la guerre, qui est le drone qui observe et qu'on entend bourdonner dans le ciel. Et dès qu'on l'entend bourdonner dans le ciel, on court. Dès qu'on est hors des tranchées, on court. Les PC des diverses armées, parce que c'est quasiment la même chose côté ukrainien, se trouvent dans des caves de maisons détruites. Si vous voulez, on vit dans un paysage, c'est Verdun. Moi, j'ai décrit ça, c'est Verdun avec les drones en plus, mais c'est vraiment ça. Tous les arbres ont été cramés. Il y a un côté apocalyptique dans ces réseaux de tranchées. Voilà, moi ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit, je vis ce que mon grand-père a vécu 6 mois à Verdun. Dans un laps de temps très court, mais il y a quand même une vraie résonance. Après, bon, les batailles de la Seconde Guerre mondiale ont été aussi effrayantes. Et je rappelle au passage, par rapport aussi à Bakhmout, qu'on a souvent décrit un peu facilement en Occident comme étant un endroit sans aucun intérêt stratégique, que ça va peut-être être le Stalingrad ou le Verdun de la guerre d'Ukraine. Rappelez que ni Stalingrad ni Verdun n'avaient d'intérêt stratégique. Ce sont des batailles dans lesquelles se sont cristallisés le mano à mano des deux armées, le but étant que à la fin de la bataille, une armée en ressorte plus épuisée et que celle qui est plus en forte gagne. En fait, c'est ça la guerre d'attrition, c'est ça qui s'est passé à Stalingrad, c'est ça qui s'est passé à Verdun et c'est ce qui est en train de se passer à Bakhmout aujourd'hui. Alors, vous en parliez à l'instant, vous êtes passé à Mariupol et vous racontez cette espèce de ville fantôme, c'est assez impressionnant, hein, avec les traces de la guerre omniprésentes et cette odeur de cadavres, ça m'a frappé, et dans une ville qui est peuplée de vieilles femmes. Ouais, c'est assez incroyable le spectacle. J'y suis allé 6 mois après la bataille. Et en effet, ville conquise par les Russes, ouais, voilà. Conquise par les Russes, massivement bombardée. Je me suis dit, en 2 mois, ils ont réussi à faire ça. J'avais comme référence Alep, Mossoul, qui sont 2 batailles que j'ai couvertes. Mossoul, oui, en 8 mois, la ville a été réduite en cendres. Enfin, en tout cas, plutôt sa partie occidentale. Alep, environ 1/3 de la ville, en 4 ans, a été détruite. Là, en 2 mois, ils avaient réussi à détruire. Donc je me suis dit, s'ils sont capables de faire ça, ça veut dire qu'ils sont capables de détruire beaucoup de villes en Ukraine. S'ils y mettent les moyens, et là, véritablement, ils ont mis les moyens. Avec le régiment Azov qui a fait son baroud d'honneur dans l'usine Azovstal jusqu'à la capitulation. Et ce qui est intéressant, c'est que le régiment Azov, à qui on prête des accointances et des sympathies néo-nazis, avec son fameux symbole qui ressemble à celui de la Das Reich, il y avait quand même aussi côté russe une correspondance à la Seconde Guerre mondiale, puisque l'unité qui a conquis Azovstal et les derniers territoires ukrainiens, c'était la 150e division d'infanterie
motorisée, c'est celle qui a mis le drapeau rouge sur le Reichstag à Berlin en 1945. Donc il y a quand même une guerre dans laquelle le symbole est permanent et on revit les histoires du passé. Voilà. La fameuse photo du drapeau. Voilà. En deux mots, quelles conditions pour la fin de ce conflit fratricide? Est-ce qu'on en verra la fin? Est-ce qu'il y a des signes, à votre avis, vous qui avez vu et qui suivez ça de près? Moi, je vais dire la fin, ou en tout cas le début des négociations. Ce qu'il faut regarder, c'est les élections présidentielles américaines. C'est-à-dire que souvent, moi, le seul pays qui peut arrêter ce conflit, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis qui peuvent contraindre Zelensky à aller à la table des négociations. Est-ce que le fait que les opinions occidentales, et notamment françaises, qui se détachent un peu de ce conflit, on le voit bien, l'intérêt médiatique est moindre, est-ce que ça peut jouer un rôle ou pas du tout? Ça peut jouer un rôle dans le sens que le soutien armé aux Ukrainiens, le soutien financier aux Ukrainiens commence à arriver à terme. Là, on nous annonce une contre-offensive. Tout le monde espère que les Ukrainiens vont gagner du territoire. Le mot dans les chancelleries, c'est si la contre-offensive échoue, il va falloir qu'on arrive à une solution et qu'on arrête ce conflit. On ne va pas continuer ad vitam à déverser des quantités d'armes et des quantités d'argent sur l'Ukraine s'il n'y a pas de résultat et si l'Ukraine n'arrive pas à reconquérir ses frontières d'avant 1991. Donc on va voir, il va y avoir une contre-offensive qui est annoncée. Va-t-elle arriver à bout? Va-t-elle changer les choses? Moi, je pense que si elle ne change pas les choses de façon significative, on va passer à la phase de négociation. Parce que je vous dis, il y a une élection américaine. C'est jamais bon pour un président américain d'être embarqué dans une guerre, notamment vis-à-vis de l'opinion publique américaine qui s'en fout complètement. Je vais vous raconter une anecdote. Je suis allé aux États-Unis au mois de février en Californie, au moment de l'anniversaire du début de la guerre, donc dès 1 an. En France, je suivais, et nous-mêmes, nous avons chez Omerta sorti un numéro spécial qui s'appelait Ukraine, la vérité qui dérange, sur les 1 an de la guerre. Tout le monde a fait son hors-série, tout le monde a fait ses plateaux sur place, son émission spéciale, etc. Aux États-Unis, personne, quasiment, à part des chaînes comme CNN, un peu Fox News, mais nationales, au niveau local, j'étais en Californie, pendant 1 semaine, j'ai pas entendu parler de la guerre. Pourquoi est-ce différent, par exemple, par rapport en Irak? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de soldats américains officiellement sur place. Quand j'étais en Irak, la même guerre d'Irak, les 1 an, les 2 ans, etc., étaient célébrés ou commémorés parce qu'il y avait des troupes là-bas. Le moindre petit canard local faisait l'histoire du régiment de la garde nationale du coin qui était envoyé en Irak et qui servait en Irak. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, vous passez 1 semaine en Californie, vous n'entendez pas du tout parler de la guerre en Ukraine. Vous racontez que vous avez été un peu en état de choc quand vous arrivez chez Pascal Praud, vous sortez de cet enfer ukrainien et vous arrivez sur un plateau de télévision de CNews. Et là, vous avez un peu de mal à faire face. Et pourtant, vous vous apprêtez à repartir. Oui, alors, non, Pascal a été très gentil de m'inviter et j'étais ravi de pouvoir donner mon témoignage. Ce qui m'a énervé, c'est qu'il y avait en effet un personnage qui m'a un petit peu contredit à un moment et là, j'ai tout à coup subi, ou en tout cas pris conscience de cette espèce de décalage total entre l'expérience que je venais de vivre et ce que vivaient ces hommes sur le terrain et les animateurs de plateau, enfin en tout cas les commentateurs, les experts de plateau qui n'ont jamais été en Ukraine mais qui ont un avis très tranché sur la question, qui vous expliquent ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est un peu contre ça que je m'insurge, c'est-à-dire j'entends des gens qui viennent vous dire ah non, mais ce que vous dites est faux. Dites, au moins respectez. Si je vous dis ça, pardon, si je vous dis ça, c'est que je l'ai constaté sur place. Je l'ai pas inventé, je suis allé là-bas, j'ai pris des risques pour y aller, au moins respecter ça. Non,
En fait, c'est devenu une espèce de café du commerce géant dans lequel chacun dit tout et n'importe quoi, et on prend ça pour argent comptant. Et je vois des journalistes aujourd'hui, je suis assez effrayé de certains papiers qui racontent soit ouvertement pro-ukrainien, mais on peut être ouvertement pro-ukrainien, mais dans ce cas-là, ne nous appelons plus journalistes, appelons-nous activistes pro-ukrainiens, ça me va bien. Mais on ne peut pas être journaliste et être activiste, c'est pas possible pour moi. Voilà. Absolument. Merci Régis Le Merci. Sommier. Merci de nous avoir accordé cet entretien. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre newsletter gratuite sur notre site. Et à très bientôt sur Boulevard Voltaire.